Il en est persuadé, en politique comme dans les entreprises, les médiocres ont pris le pouvoir. Alain Deneau critique dans un livre fascinant les médiocres et plutôt la médiocrité dans un monde où tout est fait pour satisfaire le marché. Un véritable système où la moyenne devient une norme et le compromis domine. Les idées et les hommes deviennent interchangeables. Mais alors, comment résister à cette révolution anesthésiante ? Le philosophe nous alerte, on le retrouve en direct de Montréal. Merci d'être avec nous, Alain Deneau. Vous êtes philosophe. Votre livre s'intitule « La médiocratie ». C'est aux éditions Luxe. Alors, je viens de donner un aperçu de ce que c'était la médiocratie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est au juste ? Disons que déjà la médiocrité a beaucoup à voir avec la moyenne. Quand on parle de ce qui est moyen, on ne dit pas la moyenneté, on dit la médiocrité, de la même manière qu'on dit l'infériorité quand vient le temps de parler de ce qui est inférieur, ou supériorité quand c'est supérieur. Et au fond, il y a quand même une différence, cela dit, entre médiocrité et moyenne. La moyenne est une abstraction, c'est-à-dire qu'on peut parler de la connaissance géographique moyenne de telle population, on peut parler d'une connaissance moyenne, d'une aptitude moyenne. Quand on fait une synthèse de plusieurs cas de figure. La médiocrité, c'est la moyenne en acte. C'est une injonction à être moyen. Et cette injonction s'est observée d'une manière large dans des institutions de pouvoir, à partir du moment où le capitalisme se développant, on a transformé les métiers en fonctions. Et on a fait en sorte dans les administrations, dans les usines, dans les institutions sociales multiples et variées, que les acteurs qui agissent dans ces institutions-là soient interchangeables, et soient interchangeables parce qu'ils pratiquent un travail moyen et réalisent des prestations moyennes. Et donc cette moyenne-là tend à s'imposer aujourd'hui. Elle pose d'autant plus problème que nous sommes face, en ce 21e siècle, à des problèmes très graves. On constate la faillite de nos institutions à maints égards. On pourrait parler des écosystèmes qui sont majoritairement mis en péril dans un système d'exploitation dévastateur. On pourrait parler de l'État social qui s'écroule sous nos yeux. On pourrait parler des modalités économiques qui sont dans une faillite programmée, ainsi de suite. Comment, Alain Deneau, les médiocres ont-ils pris le pouvoir? En clair, depuis quand est-il valorisé d'être moyen? Vous avez évoqué le capitalisme. Quels sont le tournant? Ce qui m'a intéressé dans un essai, j'ai pas plus de prétention, c'est de suivre la façon dont le mot médiocrité est apparu dans différents textes, que ce soit chez La Bruyère, chez Flaubert, chez Lawrence Peter, chez Max Weber. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le mot médiocrité désigne au départ davantage des figures d'exception, c'est-à-dire des êtres un peu roublards qui arrivent à se faufiler dans le monde des grands, jusqu'à ce qu'ils deviennent le fait même d'un système. Et on peut évidemment penser comme élément de transition le fait que dans les usines, à la faveur de la division du travail, on ait amené les employés, les ouvriers à effectuer une prestation moyenne parce qu'on les insérait dans un ensemble qui leur échappait en tout et pour tout. Donc il y a une transition qui va en ce sens, et le texte consiste surtout à essayer de donner des mots à un problème qui est quand même assez diffus, et essayer également de faire en sorte qu'on n'en se remette pas strictement à des figures publiques, par exemple les élus dans les institutions politiques, bien qu'ils aient une part de responsabilité énorme, mais également à toutes ces façons qu'on a dans les institutions de jouer le jeu pour, dire en quelque sorte, se placer sur un échiquier dans des logiques à la petite semaine, alors que les défis auxquels font face aujourd'hui les sociétés demandent de la hauteur. Alors, à l'origine de la médiocratie, Alain Deneau, vous insistez également sur la montée en puissance de ce qu'on appelle la gouvernance. C'est vrai que c'est un mot qu'on entend beaucoup ces dernières années. Qu'en est-il au juste? C'est tout à fait, complémentaire. C'est-à-dire que la gouvernance a pris la place de la politique.
La gouvernance est un terme qu'on n'utilisait pas il y a encore quelques décennies, qui appartenait absolument pas à notre vocabulaire politique. En fait, il a été développé dans les théories des entreprises privées quand est venu le temps de penser les relations de pouvoir dans des grandes entreprises entre administrateurs, actionnaires, cadres, employés, éventuellement clients et fournisseurs. Et cette théorie de l'entreprise privée s'est trouvée, notamment je dirais à cause de Margaret Thatcher et ensuite de la Banque mondiale et ensuite d'institutions multiples, au cœur d'institutions qui n'avaient plus rien à voir avec l'entreprise privée, c'est-à-dire les institutions publiques, autant ou même civiques. C'est-à-dire autant la gouvernance est devenue le maître mot des institutions publiques britanniques, autant la Banque mondiale en a fait un mode de pensée du développement des États dans les pays du Sud. Et ensuite, ça a été les universités, les associations les organisations non gouvernementales, les associations civiques de type loi 1901. Ça veut dire qu'on ne gouverne plus, qu'on ne crée plus, ça veut dire en fait que l'on gère en fait tout simplement, c'est de la gestion, c'est ça? Que ce soit dans le domaine de la politique, de la culture? C'est-à-dire que la gouvernance consiste à subordonner la vie de toute institution à des principes relatifs à la gestion des entreprises privées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, dans un hôpital, dans une société de transport en commun, dans une bibliothèque publique, on ne parlera plus soit d'utilisateurs, de patients, d'abonnés ou je ne sais trop quoi, mais on parlera toujours de clients. On abordera, par exemple, un ministère comme étant une entreprise ministérielle. On ne dira pas de quelqu'un qui est chargé de projet ou responsable d'un programme, on dira qu'il est propriétaire de processus. Et tout ce changement lexical qui peut sembler peut-être anodin traduit quand même l'oubli de tout un vocabulaire politique, de toute une tradition politique qui consiste à voir les sujets d'un État comme étant les citoyens capables d'une volonté devant se transformer en politique publique grâce aux institutions. On est dans un ordre où aujourd'hui on a complètement, en quelque sorte, subordonné la politique et la vie publique à des modalités de gestion qui consistent à voir d'une manière, d'une part, strictement intéresser les enjeux publics, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de la vie publique un agrégat d'intérêts privés entre acteurs inégaux, d'ailleurs, c'est un des postulats de la gouvernance, d'une part, et d'autre part, on ne fait plus des enjeux publics que des affaires à court terme, plutôt que de faire du débat public l'affaire du bien commun et d'une collectivité qui existe comme telle. La gouvernance consiste à pulvériser la communauté politique en une série d'agents qui pactisent entre eux sur le mode de la contractualisation heureuse quant à des intérêts qui sont toujours pensés sur un mode privé. Et c'est évidemment une transformation culturelle qui rend les gens assez mesquins, je dirais, structurellement. Alors, Alain Deneau, vous avez parlé justement de débat. Il y a une figure centrale au centre de ce que vous appelez la médiocratie de ce système. Il s'agit de l'expert, des experts. On les voit partout, notamment lorsqu'il y a des attentats. On les voit lorsque l'on parle de crise économique. Expliquez-nous pourquoi ils sont au centre du jeu. L'expertise est pertinente si il s'agit d'éclairer la collectivité quand vient le temps de délibérer sur des enjeux publics, et surtout dans un monde complexe comme le nôtre. Le problème, évidemment, se pose quand l'expert se substitue aux décideurs publics et même, en quelque sorte, tente à donner le là d'un débat. Le problème de l'expertise, en fait, il porte sur le fait qu'aujourd'hui, les universitaires et les experts sont en quelque sorte intégrés à des logiques d'entreprise et tendent à déguiser des points de vue d'intérêt en connaissances. Vous savez que le lobbying ne consiste pas strictement à faire pression sur des décideurs publics. Quand on étudie de près ce que font les firmes de lobbying, on comprend qu'elles cherchent par des relations qu'elles ont avec des acteurs dans le domaine des médias, dans le domaine de la recherche universitaire, dans le domaine des affaires, dans les mains réseaux politiques. Les lobbyistes les firmes de lobbying cherchent en quelque sorte à donner le là dans le débat public, à créer un climat favorable à certaines décisions publiques.
économique. Et évidemment, les experts sont mobilisés pour, en quelque sorte, déguiser en connaissance des positions qui vont dans le sens de ce que souhaite telle société extractive. Et comment résister alors à cette médiocratie selon vous, Alain Deneau? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes, pardon de vous couper? Évidemment, il s'agit de cas de figure nombreux, mais l'important est de revenir à des mots sensés. Et les lobbyistes, les experts patentés, les universités à la solde des grands pouvoirs, trop souvent, ont en quelque sorte confisqué le langage non seulement critique, mais politique au profit d'un langage strictement managérial. Et je pense que dès qu'on pactise avec ce langage-là, ce lexique-là, on se trouve en quelque sorte emporté par des prémices qui nous dépassent et qui nous privent d'une autonomie de discours et de pensée sur les objets qui deviennent les nôtres. Une des choses à faire, notamment, c'est de résister au terme de gouvernance. Je veux dire, ne plus parler de gouvernance, mais parler de politique, ne plus parler de partenariat, mais parler de projet de société ou de lutte sociale, de citoyenneté selon les cas, ne plus parler de responsabilité sociale des entreprises ou de sécurité humaine ou d'acceptabilité sociale, mais de revenir à un discours politique qui concerne le bien commun, les sujets collectifs, et un certain nombre d'exigences liées à des défis de l'époque et pas seulement à des intérêts circonstanciels. Merci beaucoup Alain Deneau d'avoir été avec nous en direct de Montréal au Québec, province francophone du Canada. Je rappelle que vous êtes philosophe, enseignant également. Vous êtes l'auteur de La médiocratie, c'est aux éditions Luxe. Merci beaucoup Alain Deneau. Merci à vous.